heureusement, depuis l'âge de 11 ans, j'ai appris à méditer. Et donc, le Bouddha m'a visité. Il a dit, reste calme. Médite là-dessus. Et en méditant là-dessus, ça m'est venu. La clé, c'est la force forte. Hein? C'est comment ça qu'on dit la force forte? La force forte. Et c'est quoi la force forte? Eh bien, la force forte, c'est ce que j'appelle « physics as you go » en anglais. C'est une façon de faire la physique que quand on trouve quelque chose qui ne marche pas, on a tendance à rajouter des machins. Et on rajoute des machins et on ne dit pas nécessairement d'où ils viennent, ces machins. Je vous donne un exemple. Récemment, dans les derniers 50 ans, on a découvert que quand on essayait d'additionner la masse de tous les trucs dans notre univers et qu'on essayait de trouver la relation, par exemple, dans une galaxie, entre la façon que les étoiles bougent dans cette galaxie, qui est définie par la courbature de l'espace-temps et la gravité, il nous manquait 86% de l'énergie pour faire et de la matière pour faire que l'univers fait ce qu'il fait. Et vous savez, quand vous trouvez quelque chose qui manque 86% et que votre équation peut que prédire 4% de ce que vous voyez, ma tendance, c'est de dire il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'équation. Mais ça, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Physics as you go kicked in. Et on a rajouté un machin. Et on a dit, ah, il y a la matière noire. Hein? Black matter, dark matter. La matière noire et la dark energy, l'énergie noire. Et on ne peut pas la mesurer, on ne la voit pas. Et elle est exactement dans la quantité nécessaire pour que l'équation fonctionne. Ah! C'est la convenience, c'est convenient ça. Hein? Convenient, hein? Ouais, c'est pratique, oui. C'est très pratique. Et là, tout d'un coup, l'équation fonctionne et vous dit, ah, ben vous voyez, il doit avoir de la matière noire. Maintenant, il faut aller prendre de l'argent du gouvernement et faire des expérimentations pour trouver la matière noire. Elle est là. Notre équation nous dit qu'elle est là. Eh bien, c'est ça qui s'est passé il y a presque 100 ans quand on a trouvé les protons. On a trouvé que les protons étaient d'une charge électrostatique similaire. Et donc, comme deux aimants qui se repoussent, et ça, c'est fort, ça s'appelle la force Coulomb. Quand on a trouvé ça, on a dit, mais comment l'atome ne peut pas rester ensemble? Il doit avoir une force immense qui force les atomes ensemble, qui force les protons ensemble, je m'excuse. Et dans le temps, vous savez, les idées de trous noirs, c'était pas populaire. Même le mot trou noir n'existe pas. Ça c'était inventé par Wheeler. Mais les théories d'Einstein avaient été écrites et il prédisait que les trous noirs pouvaient exister, mais tout le monde, dans ce temps-là, disait non, il n'y aura jamais, on ne trouvera pas de trous noirs. Ça, c'est juste c'est une conséquence des équations, c'est pas dans la réalité. Alors, personne n'a pensé. Et jusqu'à maintenant, je mange des tomates à faire un atome trou noir. Et donc, ils ont dit, on invente une nouvelle force. On va l'appeler la force strong, la force forte, parce qu'elle doit être très forte. Et on la met dedans, et on la met pour que ça soit exactement la force nécessaire pour forcer que les protons soient ensemble. Et donc, on a inventé la force forte. Et là,
À partir de là, éventuellement, on a réalisé qu'il y avait des particules encore plus petites à l'intérieur du proton, qui sont des quarks, et ceux-là aussi ont une charge, et aussi ils sont comprimés, compressés ensemble, confins ensemble, et donc il faut une force encore plus grande que la force forte pour les maintenir. Alors ça, c'est l'embarras. On ne peut pas inventer une force forte. Ça n'a pas l'air sérieux. Et c'est là que la physique est devenue artistique. C'est devenu la force couleur. Avec des belles petites couleurs. Et ils ont dit, en fait, la force, on s'était trompé. C'est le résultat, au niveau des protons, d'une force beaucoup plus forte à l'intérieur du proton, la force couleur. Et ils ont dit, cette force couleur, elle est infiniment forte. C'est très pratique d'avoir une force infiniment forte. Comme ça, si on trouve quelque chose de plus petit encore, on est bien, on a tout ce qu'il faut pour... On peut confiner n'importe quoi. Mais si vous pensez à une force qui confine au centre d'un objet qui est infiniment fort, à quoi pensez-vous? À un trou noir. Et c'est vrai. Maintenant, depuis que la force forte a été inventée et qu'on n'a pas compris qu'en fait, c'est la gravité qui fait ça, on a un problème d'unification entre... Ça, c'est probablement ma mère qui m'appelle. Tu parles encore? Est-ce que tu arrêtes de parler des fois? Et... vous savez, elle est italienne. La force forte est donc a jamais été capable, elle n'a jamais pu être associée avec le reste de l'univers. Et en fait, le mathématiques qu'ils ont essayé d'écrire pour le physics as you go force forte, la force de couleur, qui est médiée par des gluons, en français, c'est des gluons. Vous voyez, ça vient du mot glue pour la colle. Moi, j'ai demandé, mais c'est qui fait la colle? C'est le page, c'est quoi? Et donc, elle n'a jamais pu être exprimée mathématiquement de façon conclusive. C'est-à-dire que même en mathématiques, non seulement en concept, mais même en mathématiques, on n'arrive pas à trouver une solution analytique. Pas de solution analytique. OK? Donc, ça, c'est un problème, mais ça a été mis de côté. Alors, si on demande à un physicien, c'est quoi la force forte en fait de force, puisqu'on n'a pas de solution analytique pour la décrire, le physicien peut que vous donner une relation avec une force qu'on peut décrire, la force de la gravité. Et il vous dit, si la gravité égale 1, then guess what? La force forte est 10 au 38 ou 10 au 39 times plus fort. Exactement ce que le Schwarzschild proton prédit. Puisque le Schwarzschild proton calcule l'énergie nécessaire pour créer la force de confinement, alors que la physique quantique le met dedans sans calculer l'énergie nécessaire pour créer une force comme ça. Vous voyez? Bad accounting. Hein? Alors, c'est pour ça que c'est exactement la même chose. Mais je savais que ça ne convaincrait pas un physicien.
Alors, j'ai dit, il faut que je leur fasse un petit diagramme. J'ai fait un petit diagramme de la masse en relation avec le rayon des choses. Et j'ai mis, et dans le papier, si vous prenez le papier sur l'Internet qui a été publié à l'Institut de physique, ou en tout cas, c'est sur Internet, vous allez voir, on a mis beaucoup plus de data, beaucoup plus de points pour voir si on pouvait faire casser cette ligne, mais ça l'amplifie. Et là, on a mis l'univers, la distance Planck, la masse de Planck. Donc ça, c'est 10 au moins 33 cm avec sa masse. Ça, c'est l'univers, 10 au moins 5, c'est sa masse. Et tous les points entre, on a mis ce qu'on pouvait. Et comme je dis sur le papier, on en a mis plus. Il y a les galaxies, les quasars, on a mis même les soleils, la planète. On a essayé de tout mettre pour... On a presque mis mon chat et tout. Et là, on a mis le point Schwarzschild et il est tombé directement sur la ligne. Hein, le proton Schwarzschild est tombé directement sur la ligne. Et ça, c'est le point du proton standard. Il lui manque 39 ordres de magnitude. Et ça, c'est de l'information directe. Ce n'est pas des équations. Hein, c'est de l'information directe. Ce n'est pas une théorie. C'est comme c'est. Et là, on peut voir. Et en plus, celle-là, l'autre, ce n'est pas une log-log. Comment on dit log? Logarithmique? Ça, c'est une logarithmique. C'est très difficile pour qu'un point sorte d'une ligne sur une log-log scale. Alors, il faut qu'il soit vraiment très, très différent. Et donc, là, on voit qu'il y a une déficience. Et ça, c'est, je pense, vraiment important. Parce que là, on peut voir qu'on peut éliminer la force forte, et on va voir dans un instant qu'on peut éliminer la force faible aussi, et que la gravité, c'est la force la plus forte, pas la force la plus faible. Puisqu'elle crée des trous noirs qui absorbent l'électromagnétisme. Donc, et puisqu'il n'y a pas de définition, le physicien va te dire, ah, mais on lit seulement quand il y a assez de masse, mais là, tu lui demandes, mais c'est quoi la masse? Ah, on ne sait pas c'est quoi la masse. Hein? Et là, on voit que le vide, par exemple, parce que là, il faut réaliser que j'ai utilisé l'énergie du vide pour créer cette masse. Hein? Vous vous souvenez, là? Donc, là, on voit directement que l'énergie du vide crée la masse quand il devient cohérent à la limite du proton. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'on réalise que toute la réalité est créée à partir de ce vide, de cette énergie du vide. Et je veux passer à travers ces calculations parce qu'il y a des importants points là qui sont importants de savoir. Et on calcule la force. Bon, on se souvient tous des équations de force. Donc, la force est égale à la constance de la gravité multipliée par m au carré par le rayon. Le résultat, c'est 10 au 47 dynes. Et à partir de cette force, on peut calculer une vélocité. Hein? Et la vélocité va être égale, vous vous souvenez de F égale à AM, right? F equals ma. Là, on essaye de trouver l'accélération, ça va être la force sur la masse. La force sur la masse, on a calculé la force, on a la masse, ça nous donne 10 au 32 cm par seconde carrée. Et on arrive à la vélocité. La vélocité, ce serait comment vite les deux protons
orbitent l'un et l'autre. Right? OK, so on a deux petits protons trous noirs et ils orbitent comme un atome d'hélium. Et le résultat, c'est 2,9 multiplié par 10 au 10 cm/seconde. OK? Il y a quelqu'un qui reconnaît ça? C'est exactement la vitesse de la lumière. V = C. Exactement. J'ai fait la calculation avec 8 chiffres et c'est exactement la vitesse de la lumière. Et ça, mes critiques, ils ont passé par-dessus. Ils n'ont pas tout à fait compris. C'est incroyable. Après tous ces calculs qui sont complètement classiques sur l'atome, j'arrive exactement à la vitesse de la lumière. OK? Ça, ce n'est pas un hasard. Et donc, tout d'un coup, non seulement je vous dis que vous êtes fait de petits trous noirs à l'infini, mais en plus que ces trous noirs, ils tournent à la vitesse de la lumière. Et en fait, je pense que la vitesse de la lumière, elle est la vitesse de la lumière parce que l'atome orbite à cette vitesse. Ou juste en dessous de cette vitesse. Et donc, tous les maîtres qui sont venus et qui nous ont dit « tout est lumière », they were not kidding. Ils ne faisaient pas des farces. La vitesse de la lumière est sortie directement des équations. Et là, on peut calculer la période, c'est-à-dire combien de temps ça prend pour un des protons pour faire le tour de l'autre. Une fois. Et la période va être 2 pi square, right? La circonférence divisée par la vélocité, et ça va nous donner 10 au moins 23 secondes, qui tombe directement sur la caractéristique d'interaction de la force forte. Unbelievable. Parce que, vous savez, là, j'ai fait que des calculs classiques et j'arrive à l'interaction de la force forte qui a été mesurée en laboratoire. C'est-à-dire que si l'interaction, le temps d'interaction, c'est combien ça prend de temps pour la force qui tient l'atome ensemble, les protons ensemble, pour capter un électron qui passe. Et quand ils ont calculé ça, ils sont arrivés à ça. Mais ils sont arrivés avec une théorie, en expérimentation, pas avec la théorie. Et là, j'ai fait une théorie complètement différente et j'ai eu le même résultat. Et ça te dit que c'est correct. Et après, j'ai dit, ben, c'est quoi la fréquence d'un système comme ça? La fréquence, ce serait combien de fois un proton fait le tour de l'autre en une seconde. Donc, ce serait 1 au-dessus de la période. Et ça nous donne 10 au 22 Hertz, tours seconde. Et le 10 au 22 Hertz, c'est l'émission, c'est l'émission typique des gamma rays, des rayons gamma du decay, decay, ça se dit comment? Croissance, non? Désintégration de l'atome. Donc là, j'obtiens la force electroweak. Et donc, maintenant, j'ai toute l'information qui décrit l'atome, mais d'une façon complètement classique, en décrivant l'atome comme un trou noir. Il y a beaucoup plus de travail à faire là-dessus, je vous l'assure, parce que ça ne devrait pas être décrit avec des équations newtoniennes comme on a fait. Ça, c'est semi-classique, ce qu'on a fait. Ça devrait être décrit avec le Kerr-Newman metric et aussi avec la Harman-Rauscher metric qui est ce qu'on a fait, Dr. Rauscher and I, where quand on a
ajouter le torque, le couplage et les Coriolis dans l'espace, dans le temps et l'espace. Mais au moins, c'est un début. Et ça donne des résultats remarquables. Mais là, on a fait un pas plus loin. Il y a une force dans le proton et dans l'atome qu'on appelle magnétique. Et si on demande à un physicien d'où vient cette force, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire, on n'a en fait pas de réponse pour d'où vient l'électricité. On sait que si on prend une charge et on la bouge, on obtient un champ électrique, comme un électron. Mais on ne sait pas d'où vient cette charge. Et là, ce que j'ai fait, et c'est pour ça que ça s'appelle la charge, le moment magnétique anomalie, l'anomalie du moment magnétique. OK? Et c'est comme les équations, hein, il faut changer. Et là, j'ai dit, OK, on prend la charge typique d'un proton, on la met sur le trou noir et on la fait la Coulomb charge d'un élément magnétique et on la met sur un point. Et ça, c'est pas exact. Ça ne devrait pas être sur un point, ça devrait être sur toute la surface du proton. Mais c'était une première approximation. Et on a calculé c'est quoi le moment magnétique d'un système comme ça. Et quand on a fait l'équation, le résultat nous a donné 3,17 multiplié par 10 au moins 26 joules Tesla et le calcul est 1,4 multiplié par 10 au moins 6 joules Tesla. Alors, on était vraiment prêts, considérant que c'est une première approximation. Et là, vous voyez, le moment magnétique ne devient plus une anomalie. Là, on comprend que le moment magnétique est une fonction directe du trou noir qui extrait de l'énergie du vide, de l'hyperespace. Et ça nous donne un lien direct comment extraire l'énergie de l'hyperespace. Et je vous donne un clou, une clé. Ce qu'on a fait pour que ça fasse le champ magnétique, c'est qu'on a mis la rotation dans le système. C'est-à-dire que quand l'hyperespace, quand le vide est en rotation, est en vortex, il crée un champ magnétique et électromagnétique qu'on appelle la réalité. Et c'est ce que je disais avant. Donc, ça nous amène à des équations que j'ai écrites plus tôt dans ma carrière avec l'aide de Dr. J'ai un peu de temps encore. Hein? Très peu. OK. Et ces équations nous disent qu'en fait, il y a couplage entre le vide, et la matière. Et ce couplage crée que le trou noir n'est pas une surface glisse, mais qu'il y a des vortex sur cette, en anglais on dit event horizon, l'horizon des événements, sur l'horizon des trous noirs, la limite des trous noirs. Parce qu'en ce moment, on utilise des équations de perturbation pour le faire lisse. Mais ça, c'est une approximation. Mais que ce n'est pas lisse, que c'est criblé de vortex. Et d'ailleurs, quand on regarde les trous noirs dans l'univers, on voit ces immenses vortex qui sortent de là. On les appelle des bras de galaxies et on les appelle des jets au nord et au sud pôle des trous noirs. Et ça nous a donné un système de torus, de double torus, parce qu'il y a des forces Coriolis, qui est exactement ce qu'on voit, par exemple, sur notre Terre, par exemple. Ça, c'est typique des mouvements des nuages et du weather,
du plasma sur notre planète, ou même le plasma sur le Soleil, ou dans les galaxies, on voit ça aussi. Et ça, c'est la représentation à partir de ce qu'on a trouvé, qui serait un électron et un positron. Et d'ailleurs, je vais vous montrer dans un instant, il y a un physicien russe qui fait du travail là-dessus superbe, que je n'étais pas conscient de, qui a reçu un prix 2 mois après moi pour prouver que l'électron est un trou noir. Alors là, on a un électron trou noir qui orbite un proton trou noir. Et là, je saute des pas, mais il y a une physicienne qui a trouvé ça, astrophysicienne qui a trouvé que dans l'univers, on voit des trous noirs qui orbitent l'un l'autre et que ça fait des oscillations typiques des oscillations d'atomes. Alors là, on commence à avoir les trucs qui vont ensemble. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup besoin d'aide, alors je suis très content que ces autres physiciens aident. Et voilà, ça c'est Borinsky. Ah, je voulais, avant qu'on passe à Borinsky, je voulais dire qu'ici, donc, on peut voir le système de feedback, hein? L'information qui expand à l'extérieur et qui contracte vers l'intérieur. Réalisez que j'ai éliminé 2 forces. Il nous reste que 2 forces maintenant. Il y a la force électromagnétique, c'est la force qui raidit, et il y a la force gravitationnelle, et ça, c'est la force qui contracte. Et les deux sont en relation pour créer le feedback de la réalité. Et c'est comme ça que le système apprend sur lui-même. Et au milieu du feedback, au milieu du torus, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve où le point est supposé d'être infiniment dense, on trouve l'espace, on trouve le vide. Et c'est pour ça, c'est parce que le vide est au centre de tout atome qu'il est en contact avec tous les atomes dans l'univers. Il n'est pas séparé. Et donc, à partir... moi, je voulais montrer rapidement. Donc, Borinsky est arrivé à des conclusions similaires, indépendamment, et a reçu un prix pour son papier quelques semaines après moi. Et il démontre que la structure de l'horizon, l'événement de l'horizon d'un trou noir a ses vortex, et que ces vortex font des trous dans les trous noirs, alors que les trous noirs ne peuvent plus être considérés comme des objets qui font que absorber l'information, qu'ils absorbent l'information et qui raidient l'information, parce que leurs surfaces sont perturbées par ces vortex qui vont à la singularité au centre du vortex. Et donc, il est arrivé à des conclusions vraiment similaires à ce que j'avais trouvé. Et il a même exprimé mathématiquement comment les vortex se créent au pôle de ces trous noirs. Il y en aurait un autre ici. Et ça, c'est remarquable. Et je suis très content parce que les mathématiques, j'en fais, mais bon, j'ai besoin d'aide. Et donc, et là, comme je disais, il y a Jani Levy, une astrophysiciste, qui a trouvé de l'autre côté, dans l'univers, dans les trous noirs au niveau cosmologique, que quand les trous noirs orbitent l'un l'autre, ils créent des orbites typiques qu'on voit au niveau des orbites de l'atome. Mais ça, c'est des orbites classiques. Dans ce contexte, puisqu'on parle d'orbite, je voulais vous faire clair aussi que les orbites ne sont pas comme on les a démontrées ou comme on en pense typiquement qu'on a été enseigné à l'école. Vous savez, à l'école, on nous a dit « le Soleil est au milieu et les planètes tournent autour ». Ouais, ça, c'est pas absolument vrai. C'est seulement vrai si on met le Soleil système dans la boîte et on l'isole du reste de l'univers. Hein? Mais si on ouvre la boîte, puisque le Soleil n'est pas isolé au reste de l'univers, on réalise que le Soleil bouge dans la galaxie et que
ce mouvement dans la galaxie fait que ça, ce n'est pas le vrai modèle de notre système solaire, mais qu'en fait, les planètes créent un vortex immense en même temps qu'ils suivent le Soleil qui va à 300 km/s dans notre galaxie. Et donc, ce concept que je vous parle, que l'information que vous informez le vide et que le vide vous informe, et fait que vous informez le vide, et ça c'est relié à la DNA fantôme, je ne sais pas si vous savez, mais en fait que le vide prend l'information et que vous, en bougeant dans la structure de l'espace, dans les vecteurs de l'espace, chaque moment est différent parce que vous imprimez de l'information sur le vide et chaque moment de vide est différent parce que vous ne revenez pas sur vos pas. Hein? Et vous laissez de l'information sur une ligne de vortex en arrière de vous qui va jusqu'à vos parents. Et puisque vous étiez à l'intérieur de vos parents, cette ligne est reliée au vortex de vos parents, qui est relié à leurs parents et à l'infini. Et que ça, c'est probablement le mécanisme de la mémoire et le mécanisme qui fait que les gènes peuvent transporter toute l'information de génération en génération en génération dans un code au bout de ce fil qui vous connecte à tous vos ancêtres à l'infini. Et donc, quand vous allez dans votre mémoire, vous allez en fait dans des coordonnées d'espace-temps qui tiennent cette information. Et quand vous changez votre relation à propos d'un événement d'information sur cet espace-temps, vous changez l'information sur cette ligne, l'information change vers le futur qui vient à votre présent, change votre présent et change votre futur. Et l'information va en arrière et change des générations d'informations. Donc là, vous voyez votre responsabilité à la toute fin de cette corde qui vous relie à des millions, des milliards d'informations et de votre progrès et de votre capacité de transformer votre relation à l'univers. Thank you. 15 minutes. Thank you. Merci. Et dans le reste des 15 minutes, j'aimerais discuter un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah non, j'ai plus de temps. OK. J'ai eu un 15 minutes de là, alors là, je suis confus. Il y a des dislocations dans l'espace-temps. J'ai plus de temps. 15 minutes. 15 minutes. Voilà, j'ai eu 15 minutes. Donc, ici, on a l'évidence que les galaxies, c'est bien parce qu'on peut bien voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. On voit que les étoiles font ce mouvement dans les galaxies. D'ailleurs, on a trouvé ce vortex dans notre galaxie, au nord de notre galaxie. C'est un vortex d'anti-atomes. Et la différence entre les anti-atomes et les atomes, c'est qu'ils tournent dans la direction opposée. Et donc, le modèle se retrouve là. Et moi, directement de ce modèle, je me suis dit, si on veut créer, vous savez, parce que moi, mon but à la fin de tout cet exercice, c'est de créer une relation avec l'univers en quoi on a de l'énergie et on a le contrôle sur la gravité. Parce que être sur la surface d'une planète, comment on dit,
pas au mépris, mais au déprimant de ce qui se passe sur cette planète, sans avoir la possibilité de s'enlever sur la surface de cette planète, ça me rend très nerveux. Parce que, vous savez, les planètes ne sont pas stables. Cosmologiquement parlant, il y a une très petite fenêtre pour qu'une société évolue. Parce que les changements, des très petits changements dans un système solaire peuvent créer des très grands changements pour les humains. Hein? L'atmosphère de notre planète est très mince. Si vous mettiez la planète pour que ça soit une balle de billard et vous mettiez un peu de peinture sur cette balle de billard, ce serait l'épaisseur de notre atmosphère. Et un bon éclatement du soleil, un bon éruption du soleil, et ça fait tsit. C'est incroyable que ça n'a pas fait ça encore. Et vous savez, c'est tellement un petit événement que même le reste du solaire système ne se rendrait même pas compte. Jupiter, c'est quoi ça? Oh, c'était juste la planète Terre qui a perdu son atmosphère. Zut! Et c'est fini. Et ça arrive tout le temps dans l'univers. Des comètes, des astéroïdes, tous les trucs. C'est incroyable qu'on est si stable pendant si longtemps. Mais ce si longtemps qui nous apparaît si longtemps pour nous, c'est même pas une microseconde pour la galaxie. Hein? C'est très court. Alors la fenêtre, elle est courte. Et toutes les évolutions de société dans notre univers, je peux vous assurer, ceux qui ont été plus loin que où on a été, c'est des évolutions où ces sociétés ont appris à contrôler la gravité et ont bougé leur société de la surface de leur planète à l'univers, à l'espace. Parce que ça, c'est nécessaire. Et on y arrive. Il y a beaucoup d'évidence qu'il y a très longtemps, très longtemps, sur notre planète, les anciennes civilisations ont été en contact avec des gens très avancés. Et ces gens très avancés, ils nous ont laissé des calendriers. C'est vachement sympa. Ils nous ont laissé des calendriers et des schémas. Des schémas qui nous montrent les spirales et les géométries de l'espace. Et des calendriers qui nous disent, vous avez jusqu'à ces dates pour comprendre, pour rentrer dans notre plus grande communauté galactique. Et donc, pour moi, c'était le but de toute cette opération depuis 30 ans, c'est d'arriver à créer des technologies space drive, you know. On m'a mis comme ça, tout seul, sur une planète lointaine. Et on m'a dit, débrouille-toi. Alors, je me débrouille. Et j'ai dit, il faut construire un machin où on reproduit les mêmes systèmes qu'on voit dans les galaxies, dans les plasmas du Soleil, dans les dynamiques de la Terre et dans les dynamiques de l'atome, et créer un vortex dans la structure du vide, comme si on allait dans la piscine où il n'y avait pas de vortex avant et on faisait un vortex. Hein? Et puisque celui-là est fait artificiellement, on peut le faire, on peut le contrôler, on peut contrôler combien de courbatures, combien de gravité on peut créer. Et si la gravité, il y a des forces Coriolis dedans, il y a la possibilité de la renverser pour obtenir un push,
une poussée au lieu d'une attraction. Et d'ailleurs, les agences européennes d'astrophysique ont essayé, ont fait tourner un disque superconductif à 3000 tours minute, à 5000 tours minute, et ont trouvé qu'il y avait des objets autour de cet appareil qui perdaient un peu de poids, très peu, mais un peu de poids. Et ça prouve que la rotation des champs magnétiques est reliée à la gravité. Et donc, j'ai construit, mais moi j'ai compris très tôt qu'on ne pouvait pas tourner un truc physique assez vite pour créer un effet, parce qu'un vaisseau spatial, c'est plus lourd que des microgrammes, hein? Alors, il faut tourner un peu plus vite que 5000 tours minute. Alors, j'ai dit, il faut tourner quelque chose qui crée un champ magnétique fort, mais que je peux tourner à des vitesses relativistiques, c'est-à-dire à des vitesses près de la vitesse de la lumière. Et ça ne peut pas être un truc physique. Alors, j'ai dit, il faut tourner des plasmas. Juste comme l'univers tourne des plasmas, il fait des soleils, il fait des galaxies et tout ça. Et donc, j'ai fait un appareil, et c'est là qu'il ne faut pas tourner. Il y avait des gens qui avaient des caméras. Non? OK, pas de caméra, please. Et donc, cet appareil me permet de créer des champs assez denses électromagnétiques et de créer des pulsations en séquence pour créer une rotation dans le champ magnétique. Alors, chaque rib, chaque côte est connectée à un amplificateur qui me permet de faire des pulsations rotationnelles et de faire des pulsations rotationnelles pour chaque hémisphère indépendante. Et j'ai fait ça, et dans le milieu de ce truc, il y a un cristal avec un cristal, une sphère de cristal avec du plasma dedans, et ce plasma va suivre les champs électromagnétiques du système, et ça me permet de les tourner très vite. Mais puisque mes laboratoires, vous savez, quand vous arrivez sur la planète lointaine et vous leur dites « Ah, il faut construire un vaisseau spatial », c'est difficile d'obtenir les fonds. C'est pas évident. Alors, puisque mes laboratoires sont pas trop modernes, je n'ai pas pu créer des amplificateurs dans le premier essai, qui était en 1999, et pour tourner très vite. Alors, j'ai que pu tourner à 6000 tours minute, mais j'ai fait un premier test, ça c'était... Et mon cristal dedans n'était pas très précis et tout ça. Bon, en tout cas... le résultat, c'est que j'ai réussi à créer ce que je pense sont des ondes gravitationnelles, mais je ne peux pas les confirmer, 5 minutes. Et j'ai pu observer une déformation de mes planchers sur mon laboratoire, que ça m'a donné des soucis parce que je me disais, je ne pense pas que j'ai d'assurance pour ça. Et je n'avais pas trop envie d'appeler mon propriétaire et de dire j'ai des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Mon expérimentation a marché, mais votre maison a été vue la dernière fois se dirigeant vers le soleil. En tout cas, j'ai pu faire quelques essais avant de perdre tous les fonds que j'avais besoin pour mon laboratoire. Et je me suis dit, je peux faire pour voir si ça a des effets sur la matière. Et bon, c'est très heuristique ce que je vous dis là, parce que j'ai toujours pas en ce moment, j'essaie de travailler très fort pour trouver les fonds pour aller au prochain niveau, mais j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Mais j'ai mis de l'eau, parce que l'eau est affectée par les champs électromagnétiques facilement, et je me suis dit, si je mets de l'eau, je peux voir qu'est-ce que ça fait à l'eau. Et pour moi, c'était important, parce que puisque je dormais pas loin du machin,
de savoir si c'était bon pour la santé et aussi si ça créait si ça extrait de l'énergie du vide et que l'énergie du vide est à la base de la création et à la base de la biologie et de l'organisation de la biologie, ça devrait avoir un effet positif. Et donc, j'ai mis de l'eau et j'ai fait des tests d'eau. Donc, tout ce que je faisais, c'est que j'ai mis de l'eau dans une tasse à côté du machin pendant... Et il faut que je dise, il n'y avait pas d'électricité. Je l'ai fait tourner pendant 45 minutes, il y a 11 ans de ça, et j'ai jamais remis de l'électricité dedans. Et quand j'ai fait les tests, il n'y avait pas d'électricité qui était mise il n'y avait rien qui allait dans le machin, il était juste dans la chambre avec l'eau. Et donc, le résultat, on peut voir que le pH a changé presque d'un point, la conductivité a changé, beaucoup des éléments dans l'eau a changé. J'ai dû faire les tests plusieurs fois, puisque à chaque fois, le laboratoire me disait que j'ai dû contaminer parce que la différence était grande entre les différents minéraux. Et ça, c'est le contrôle, et ça, c'est 20 minutes à côté du machin. Mais ça ne me disait pas si c'était bon pour la santé. Alors, j'ai demandé à un lab de faire un autre test qui était sur la vie. Hein. Et donc, ils ont pris une plante qui avait beaucoup de fleurs, et ils ont coupé les 4 fleurs qui avaient bourgeonné ou ouvert le même matin. Et ils les ont mis dans l'eau. Et ça, c'est le contrôle, c'est mon eau que j'avais dans ce temps. Et ça, c'est la même eau, 20 minutes à côté du machin. Ça, c'est l'eau de ce laboratoire qui est filtrée osmosis et avec softener. Et ça, c'est juste l'eau de leur machin. Donc, c'est 4 différentes eaux, mais ça, c'est le contrôle, et ça, c'est 20 minutes près de la technologie. En octobre le 27, les plantes étaient mises dedans. Novembre 6, tout va bien. Novembre 16, vous voyez l'osmosis, comment on dit? Osmosée, l'eau osmosée, elle a commencé à mourir vite, et aussi le contrôle. Et celle-là, elle commence à y aller. On peut voir une différence grande. Alors, si vous buvez de l'eau osmosée, vous pouvez voir que celle-là, il va aussi. Et là, ça, c'est le contrôle. C'est ces deux-là qui sont importantes, en fait. Ça, c'est le contrôle, et ça, c'est 20 minutes à côté du machin. Et ça, c'est presque un mois après. Bon, vous pouvez voir, c'est complètement mort. Et celle qui est 20 minutes à côté du machin est presque de la même façon que quand elle a été mise dans l'eau en premier. Elle a continué à rester vibrante presque un mois et demi, ou un mois et un quart. Et donc, j'ai vu que ça avait des effets positifs sur la vie et sur la biologie. Ça valait la peine de se battre. Ça a été très compliqué de faire venir Nassim et de le faire accepter. Je voudrais faire venir tout le monde, tous les participants, les intervenants sur scène et l'équipe. J'étais pas toute seule. J'étais entourée de gens vraiment extraordinaires. Et voilà, si vous pouvez, toute l'équipe, il y avait toute une équipe qui a essayé de gérer toute la salle. Venez sur scène, les intervenants, s'il vous plaît. Mon vice-président. Et comme vibratoirement, il ne faut pas se quitter comme ça, suivant les peuples primitifs, en attendant que tout le monde monte, il faudrait qu'on chante pour la cohésion vibratoire. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, comme on connaît peut-être tous Frère Jacques, et que Jacques, c'est la tête, vous êtes d'accord? Allez. Frère Jacques, frère Jacques,
Pâques. Dormez-vous, dormez-vous, chantez. Sonnez les matines, sonnez les matines. Ding dang dong, ding dang dong. Pour réveiller l'humanité. Sonnez les matines, sonnez les matines. Ding dang dong, ding dang dong, Ding, dang, ding. Sonnez les matines. Tu sais organiser du canon? En canon, en canon. Sonnez les matines. Tu sais, sonnez les matines. Ding, J'ai une spéciale dédicace quand même, toute petite, parce que vous les avez bien embêtés quand même, il faut dire. Vous pouvez vraiment les applaudir chaleureusement. Ils sont que deux. C'est Anaïs et Pierre que vous avez eu tout le temps au téléphone et qui ont dû tout gérer. S'il vous plaît. Anaïs et Pierre. Et bien sûr, il y a tous les autres membres de l'équipe, mais alors eux deux... Et je vais laisser le mot de la fin au vice-président de l'article, le docteur Luc Baudin. S'il n'avait pas été là, j'aurais jamais pu créer mon association. Il a cru en moi. S'il vous plaît. Que vous dire dans un moment pareil, c'est plein d'émotions, plein de magnifiques découvertes qu'on a faites ce soir. Et donc un grand merci à tous nos orateurs, à tous nos participants. Et puis surtout merci à Lara qui a été vraiment l'instigatrice, le fer de lance de ce congrès. Et de toute l'équipe qui a été vraiment extraordinaire pendant tout le temps, au sens bien dans la préparation. C'était un travail énorme. Ils sont levés souvent très tôt pour que tout le monde puisse être heureux au cours de ce congrès. Nous sommes vraiment dans un... Vous avez répondu à l'énergie et au souhait que je faisais au tout départ. On était vraiment dans une énergie libre, de partage et de plein de bonheur. Merci à tous.